Pulsation Podcast, le podcast des HUG, votre podcast santé. Technologie innovante, conseils de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG. 14% de la population mondiale souffre d'un type de perte auditive. C'est environ 1 200 000 patients en Suisse. Dans les cas de surdité les plus extrêmes, la médecine privilégiée reste l'implant cochléaire pour rétablir en partie l'audition. En Suisse, on pose environ 300 implants par année, dont 50 à Genève. Ça fait depuis 1985 que des gens bénéficient d'implants à Genève. La thérapie marche bien, en tout cas dans le silence, mais qu'en est-il dans le bruit ? Eh bien, dans la rue, au restaurant, dans un bureau bruyant ou encore dans une salle de classe, c'est compliqué. Inaudible même. Alors pour répondre à cette problématique, les hôpitaux universitaires de Genève se sont dotés d'un système immersion 360 degrés dit l'anneau. Une technologie immersive qui recrée des ambiances et met en lumière les difficultés des personnes sourdes ou malentendantes pour y remédier. Voici l'histoire de Dominique, il a 2 implants cochléaires. Quand tu viens sourd, t'es seul, tu vas plus au bar, tu vas plus boire des verres. Quand tu vas manger au resto, c'est compliqué. T'as les copains, t'as l'impression d'être bête. Et puis c'est pas évident, quoi. Alors, dans les années 80, 82, comme ça, je suivais un copain sur un chemin à ski. Et puis, il est tombé devant moi. Et puis, j'ai pu l'éviter, lui, mais passer ski. Et j'ai giclé dans la forêt. Puis, je me suis arrêté avec la tête contre un arbre. Et suite à cet accident, Dominique perd l'audition complète de son oreille gauche et garde encore quelques pourcentages d'audition dans son oreille droite. Plusieurs années passent. La situation est compliquée pour Dominique, qui est gérant d'un magasin d'articles de sport à Verbier, jusqu'à devoir arrêter complètement de travailler. Fin 90, il reçoit son premier implant. Marianne, sa femme. Quand il est devenu sourd, c'est qu'il a cherché à trouver une solution. Parce qu'on avait été sur l'Amérique, on a été sur la France, à Montpellier, il y a un hôpital qui est exprès pour les sourds. On a cherché vraiment partout, puis grâce au magasin où on connaît beaucoup de médecins et tout ça, on a eu quand même des aides qui nous ont amenés chez cette Madame Koss, qui a accepté de lui mettre un implant, parce qu'en fait, ils n'avaient jamais implanté quelqu'un qui avait encore un petit peu d'audition d'un côté. Et donc, c'était une chose qu'ils avaient peur, quoi. Je ne sais pas de quoi, mais... Donc, il lui restait 6% d'un côté, puis plus rien de l'autre. Et il avait la mémoire auditive. Et elle a accepté de lui mettre cet implant. Mais avant la pose de son implant, Dominique contracte le syndrome de Ménière, maladie chronique de l'organe de l'équilibre liée à un dysfonctionnement de l'équilibre pressionnel des liquides de l'oreille interne. On voit tout tourner, et puis ça a des vertiges, ça vient d'un coup. Et puis, et après, quand j'ai eu le premier implant, ça m'a encore augmenté le syndrome de Ménière. Comme j'entendais plus de l'autre oreille non plus assez. Et avec la docteure Koss, on a décidé d'enlever le centre de l'équilibre des deux côtés. Donc ça m'a enlevé le syndrome de Ménière, mais par contre j'avais plus d'équilibre. L'équilibre. Ce grand sportif le compense en marchant des heures et des heures avec son chien sur les hauts de Verbier. Mais la plus grande marche reste celle qu'il va entreprendre avec Marianne sur le chemin de Compostelle. 2200 km. Pas à pas, Dominique, épaulé par sa femme, reprend confiance et réapprend aussi à entendre. Je pense qu'on a appris à se connaître dans une autre manière de vivre ensemble. Et puis ça nous a créé cette complicité qui nous a pas séparés. Quand on marchait, il entendait un bruit, puis un bruit qui dépassait ce qu'il entendait de base. Alors il me disait, j'entends quelque chose, c'est quoi? Alors je lui disais, c'est un avion dans le ciel, parce qu'en fait il avait fait de la lecture labiale, donc en le regardant il connaissait vraiment bien ma manière de parler, donc on arrivait quand même pas mal à communiquer ensemble.
Mais il fallait toujours être attentif, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Les implants cochléaires sont des appareils ultra miniaturisés qui rétablissent en partie l'audition. Ils sont composés d'une partie interne et d'une partie externe. La partie interne est insérée sous la peau, derrière l'oreille, lors d'une chirurgie. Et la partie externe, elle, est constituée d'un processeur vocal qui est relié à une antenne. Antenne et implant sont reliés ensemble par un aimant. Alors comment fonctionne un implant cochléaire ? En fait, c'est un petit boîtier avec un micro à l'intérieur qui capte les sons. Ensuite, ces sons sont analysés par un processeur qui les transmet à la partie interne, celle sous la peau. Celle-ci les transforme en impulsions électriques. Ces impulsions électriques sont ensuite dirigées vers des électrodes et les électrodes stimulent le nerf auditif qui envoie l'information au cerveau. Un son se crée, mais avec moins de fréquence qu'une audition dite normale. Pour vous donner une idée, voici l'exemple d'un son qu'une personne entend avec un implant cochléaire. Vendredi, samedi, dimanche. Le cerveau est extraordinaire, hein, ce qui réalise tous les bruits que je ne savais pas ce que c'était, je les ai réappris, mais quand même une grande partie, je n'avais pas perdu la mémoire des sons, donc je reconnais les voix, je reconnais les oiseaux, même que je ne sais pas que c'est un merle ou que c'est un pinson, mais je vois la différence entre deux. Eh ben nous, c'était... Sophie. Papa, il est tellement optimiste et positif que franchement, je sais pas si on a réalisé à quel point il souffrait de la surdité. Moi, j'ai été plus frappée des pertes d'équilibre, tous ces moments où tu voyais tout tourner. Enfin ça se voyait, puis c'était concret. Puis c'est vrai que la surdité, ça se voit pas. Et comme papa ne se plaint jamais, on a des fois un peu tendance à oublier malheureusement. Puis là, de l'entendre, moi ça m'émeut parce que je me dis des fois on n'a pas toujours réalisé à quel point c'était handicapant parce qu'il ne l'a pas fait sentir. Je sais pas ce que tu penses, Christine. C'est comme tu dis, plus maintenant... Avec le temps. Ouais. Puis c'est vrai que c'était les pertes d'équilibre qui étaient choquantes. Dès qu'il marche, il tourne la tête pour regarder derrière, il part de côté. Voilà. Mais il a fait du canyoning, donc il se jetait dans les vasques d'eau, puis comme il ne sait plus où c'est ni le haut ni le bas, il attend de remonter, puis il a fait quoi, il n'a pas peur, je trouve qu'il est formidable. Dans le bruit, l'audition pour Dominique reste compliquée. Au bout d'une demi-heure, je comprends plus ce que les gens disent en face, quand il y a du bruit partout. Et puis ça, c'est un gros désavantage. La pluie, c'est un gros désavantage, mais le pire, c'est le vent. Parce que ça souffle dans les appareils, et puis je comprends rien. C'est pour ça que je mets toujours une casquette tout le temps qui me couvre là, pour pouvoir quand même entendre quand il y a le vent. Moi, j'entends que le vent. Et puis pour l'eau, on a une petite maison au bord du lac, donc je fais de la voile, je vais nager. Effectivement, quand je vais nager, j'enlève tout, quoi. Je pourrais mettre des capuches, mais on a envie de vivre normalement. C'est comme si tu as une canne pour marcher, des fois tu n'as pas envie t'aimerais bien pouvoir la poser. Quand on arrive au restaurant, maintenant tu as les deux côtés l'implant, mais il y a une longue période où il avait l'implant d'un côté. Quand on arrivait au restaurant, maman elle mettait tout de suite papa à telle place, toi tu vas à gauche, à droite. Elle organisait la tablée pour qu'il soit à l'endroit où on entend, où il entend le mieux. Quand elle réserve le restaurant, elle montre toujours la table du fond, où il y a le moins de bruit possible. Tu organises tout en fonction. Quand le mur, puis ma femme, tous les restaurants, elle connaît que le mur qui est que derrière moi. Alors chaque fois qu'on va au restaurant, il s'excuse. Je m'excuse, tu peux rien voir. Oui, je regarde le mur. Alors, on s'assied comment alors?
Alors, attends, papa, on le met là, avec le dos contre la fenêtre. Et puis, vous, les filles, vous êtes serrées à côté. D'accord. Puis nous, on se mettra là, comme ça, elles peuvent bien discuter avec papa, puis il les comprend bien. D'accord, papa. Ça va tu comme peux ça? aller t'asseoir. On se met vous met en face, comme ça, il vous voit, puis il peut vous suivre s'il y a du bruit à l'extérieur. Les filles, bon, ben, elles les connaissent tellement qu'elles savent si des fois, il faut taper sur la cuisse. Écoute-moi. Il y a quelques années, on a une enfant implantée qui arrive au magasin puis qui veut faire du ski. Mais son gros problème, c'est que quand elle met le casque, elle a l'implant qui frotte. Et puis, du coup, ça pèse, ça fait mal. Et puis là, j'ai mon frère qui dit « Mais il n'y a pas de souci, choisis ton casque. » Puis après, il a gratté l'intérieur du polystyrène. Et puis, ça a fait la cavité pour l'implant, puis elle a pu faire du ski. Et chaque année, elle revenait au magasin et puis elle disait « Il est toujours là, François ?» Puis je disais « Mais oui, il est toujours là. » Puis après, elle me dit « J'ai tellement peur qu'il meure. Parce qu'il n'y aura plus personne pour me transformer mon casque. Puis après, je ne pourrai plus faire de ski. » Je dis « L'importance pour les sourds d'avoir l'appareil qui puisse fonctionner. Ouais. La peur de perdre cette personne-là pour pouvoir faire du ski. Je dis, mais si François meurt, mais qu'on veut pas, je te ferai moi les trous, pas de souci. Mais c'était vraiment une angoisse. Et puis maintenant, c'est une adolescente. Et puis elle a dû changer de casque, n'est-ce pas? Et François a refait les trous. Je voulais raconter ça parce que je trouvais que ça montrait l'angoisse aussi. L'angoisse, comme papa qui dit l'angoisse d'avoir l'appareil qui marche plus ou de le perdre. C'est vraiment ta béquille. C'est un membre en plus. Ouais, oui. C'est un membre du corps, quoi. Hein. C'est comme un bras, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Ça fait partie de lui. Direction à présent le service ORL des HUG. À quelques pas du bureau d'Angelica Pérez-Fornos se trouve l'anneau. 2 mètres de diamètre, 8 haut-parleurs capables de recréer des situations bruyantes et ainsi d'aider les personnes qui ont un implant cochléaire à mieux entendre dans le bruit. Je m'appelle Angelica Pérez-Fornos, je suis docteur en neurosciences et l'ingénieur responsable du centre universitaire Romand d'implants cochléaires et du laboratoire d'audiologie et vestibulométrie des hôpitaux universitaires de Genève. Alors dans le bruit c'est beaucoup plus difficile. Dans le bruit c'est difficile parce que vous avez besoin de plus de canaux d'information et vous avez besoin des 2 oreilles. Hein. Nous on parle des 2 implants cochléaires, donc c'est soit un patient qui a 2 implants cochléaires ou on peut avoir des patients qui ont un implant cochléaire ou une oreille normale. On peut avoir aussi des patients qui ont un implant cochléaire et une aide auditive de l'autre côté. Les aides auditives sont aussi limitées techniquement. Ce n'est pas des oreilles naturelles, donc ils ont aussi leurs limites. Vous avez 2 appareils techniquement limités qui fournissent des informations dégradées au cerveau et vous lui demandez de faire sens d'un signal qui est complexe. Hein. Donc ça, c'est vraiment un challenge. Tous les patients ont des problèmes. Même, imaginez si vous êtes dans un restaurant très très bruyant, il y a beaucoup de gens qui parlent très fort autour de vous, même une personne avec une audition normale trouve ces situations difficiles pour comprendre. Imaginez le cas avec des appareils qui sont techniquement beaucoup plus limités qu'une oreille normale. Donc c'est des situations difficiles et c'est des situations pour lesquelles avant on ne s'occupait pas en clinique. Hein. C'était pas une préoccupation il y a 50 ans, mais aujourd'hui les profils des patients ont évolué, les possibilités techniques des aides auditives et des implants ont évolué et aujourd'hui on s'occupe aussi de ces types de problématiques et on doit aussi s'équiper en conséquence. C'est là que l'anneau intervient. Alors il y a moins d'un an, c'était vraiment début 2022, on a inauguré les nouveaux locaux du laboratoire d'audiologie et de vestibulométrie, donc c'est un tout nouvel espace et là on s'est aussi équipé avec des appareils de dernier cri pour pouvoir aussi offrir un meilleur diagnostic à nos patients, pouvoir adresser les nouveaux profils de ces patients qu'on doit prendre en charge aujourd'hui et pouvoir mieux évaluer et réhabiliter les patients appareillés dans des situations qui sont proches de la vie réelle. Alors il y a un appareil très particulier que nous avons acheté, c'est un anneau. C'est un anneau de haut-parleur qui s'appelle Immersion 360. C'est un anneau où le patient peut être placé au milieu et on peut reproduire des environnements sonores comme si on était vraiment en immersion. Donc il y a plusieurs haut-parleurs qui reproduisent des sons qui ont été enregistrés aussi avec plusieurs microphones. Donc ça immerse le patient vraiment dans un environnement sonore précis. On peut simuler des environnements par exemple de bureau,
des restaurants, des cafétérias, d'écoles, et on peut tester le patient dans des situations qui sont proches de sa vie et puis proches de sa problématique. Donc si un patient arrive avec une plainte particulière, je suis dans une réunion de bureau, j'arrive pas à comprendre, on peut le tester dans une condition similaire, on peut lui donner des conseils par exemple pour le réglage de ses appareils, on peut mieux régler son implant cochléaire et on peut aussi travailler avec les logopédistes, justement ces spécialistes de la réhabilitation auditive, pour développer des stratégies qui pourraient l'aider dans ces situations de tous les jours. C'est une technologie qui peut être utilisée pour mieux comprendre les plaintes d'un patient qu'on n'arrive pas à documenter avec les tests classiques. Oui. Donc ça c'est sûr. Et ça sera un test qui sera utile pour les patients implantés, pour les patients appareillés. Il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi besoin de rééducation auditive. Donc on pense développer des protocoles de réhabilitation avec nos logopédistes pour réhabiliter mieux ces patients et surtout ces nouveaux profil des patients bilatéraux, bimodaux, parce que chez eux, la localisation spatiale et la reconnaissance du langage dans le bruit, c'est pas quelque chose que classiquement on travaillait en clinique avant. Ça, c'est un vrai besoin aujourd'hui, c'est une vraie demande des patients. Donc, on va travailler ces aspects qui n'étaient pas travaillés avant avec cet anneau qui nous permet justement de faire de la réhabilitation en plus du diagnostic. C'est le seul en Suisse, c'est le seul centre en Suisse qui a cet anneau. Chaque centre a un peu sa solution, mais cette solution est très performante, très adaptée à la clinique. Donc c'est assez particulier, c'est assez unique. Regarde ce qu'on peut faire comme ambiance. Je m'appelle Grégory Valentini, je suis ingénieur au Curic. Donc ça fait depuis 1996 que je m'occupe des implants cochléaires. Donc c'est tout l'aspect réglage et suivi des patients qui ont ce genre d'appareil. Nous retrouvons Dominique accompagné de Marianne. Lui est assis au centre de l'anneau. Un grand cercle gris métallique de haut-parleurs à hauteur de ses oreilles l'entoure. Il faut imaginer qu'il y a environ 1 mètre entre là où se trouve Dominique et l'anneau. Dans cette pièce isolée phonétiquement, il y a aussi un bureau avec un ordinateur qui pilote l'anneau. Là, regarde, ça c'est le restaurant. Bon, ça c'était juste pour illustrer, c'est les ambiances qu'on peut faire. Mais ce qui est très intéressant dans cette manip, c'est que tu as vraiment 8 haut-parleurs dans ce cercle. Et quand ils ont enregistré les ambiances, c'était 8 micros mis à la même distance dans le lieu. Et sur chaque micro, c'est restitué après sur cet haut-parleur-là. Mieux, on ne peut pas faire. Alors, nous, on va faire un petit test d'abord, c'est ça. T'as entendu ce son ? Oui. D'accord. Alors, l'exercice pour toi, mon cher ami, c'est de me dire d'où il vient. Alors, je vais te jouer un son de façon aléatoire et tu devras me dire sur quel numéro tu as eu l'impression d'entendre le son. D'accord ? Tu es prêt ? Ouais. On va essayer. 3. 5. 5. Tu veux que je le rejoue ? Refais une fois. Tu peux refaire une fois. Oui, il faut toujours regarder devant toi, c'est important. Oui, j'ai bien compris. Angelica Pérez-Fornos nous rejoint. Que pensez-vous de l'anneau, des tests ? Je pense que c'est une bonne idée, mais je me demande si ceux qui entendent, ils font tout juste. Là, ça c'est... non, je crois pas non plus, justement. Non, c'est très difficile pour tout le monde. Ah, ça, j'ai pensé, parce que, par exemple, 1, et puis droit derrière, là, 9, j'entends les 2 fois le son avec la même force qui viennent de là ou bien de là derrière. Ouais. C'est les appareils qui font ça parce que le microphone n'arrive pas à savoir si c'est devant ou derrière. Ouais. Hein? Ouais. C'est plus facile quand c'est à gauche ou à droite. C'est le sentiment que j'ai, mais c'est pas du tout facile. Non, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. J'ai trouvé que c'était très difficile. Oui, comme je test. sais que c'est difficile. Ouais. Disons, c'est pas pour vous rendre la vie difficile, c'est juste que on veut vous aider dans des situations difficiles. Alors le test est difficile. On essaye. Alors je te remets le bruit du restaurant. Ouais. Moins fort. Le secret. Souffle. Le sein doux. Sel. Bon, c'est trop compliqué, hein. Tout Parce faux. En plus, là, y a le haut-parleur, il bouge d'un tout. Donc c'est comme si vous étiez au restaurant et la personne qui vous parle, c'est des places autour de vous. Ouais. On peut changer ça. On va faire ça. On va mettre que... Voilà, qui est au restaurant, le son vient que de devant.
Parce que finalement, le but de ce test, c'est de se mettre en situation comme au restaurant, parce qu'on peut pas aller tester au restaurant. Donc, on amène le restaurant ici pour pouvoir le tester le plus proche possible de ce que vous vivez tous les jours, mieux comprendre le problème. Donc, on arrive à le quantifier, à le montrer de manière précise, et après voir si on peut faire quelque chose. Oui, mais tu vois, la différence entre ce qu'on vient de faire là et puis ce qu'on fait au restaurant, c'est que je me concentre sur la personne qui me parle en face. Ouais, mais je la vois, j'ai fait des lectures labiales et puis j'arrive à comprendre beaucoup plus de choses que ce que j'ai compris là, parce que là j'invente des mots. Oui. Après, une chose, tu m'as dit, quand tu vas au restaurant, il a toujours le mur derrière lui. Alors, quand on va au restaurant, je réserve, je dis, il faut aller dans un coin, mon mari est sourd, mettez qu'il n'y ait pas de bruit derrière lui. Alors, on peut faire ça aussi, tu vois, on peut refaire la même situation. Ou alors, je bois un verre, puis je m'en fous. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Mais si on va cette configuration-là... Alors, vous avez raison. Le fait de ne pas avoir le visuel, c'est un problème additionnel. Mais là, vous avez encore raison, c'est qu'on vous met dans une situation particulièrement difficile, parce qu'on veut juste tester votre audition, pas votre vision. Donc on vous met dans la situation plus difficile, mais on peut reproduire cette idée d'avoir le mur derrière, pas de bruit, et tout le bruit vient de devant. C'est l'avantage du système, on va essayer ça. T'es d'accord ou t'es fatigué? Oui, non, je suis pas fatigué, je suis bien assis. Bon, si t'es bien assis, on fait encore juste un essai. Hein? Vas-y, pas de souci. Le gazon. Gazon. Le rabais. Rabais. Le faisceau. Faisceau. Le soulier. Le soulier. Le soulier. C'est le même mot qu'avant? Oui. Bon. Soulier. Oui. Tu vois, ça fait toute la différence là. C'est incroyable. On fait juste alors. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. On a une démonstration, alors là, vite fait. C'est incroyable. On a une belle démonstration, comme on a pu tester, merci aussi. Oui. On a pu faire une petite démonstration que dans un restaurant, il faut vraiment avoir le mur derrière le patient. Ou un coin où il n'y a pas de gens qui diffusent trop de bruit. Et aussi, nous, on va le moins possible, que par obligation. Ouais. Si on est là, on est obligé d'aller manger au restaurant, alors on rentre, puis en même temps, on choisit. On leur demande, on va direct, on dit mon mari il est sourd, il faut nous mettre dans un coin et ça fonctionne quoi. Ouais. L'idée c'est justement, là c'était un bon exercice pour voir ce qu'on voulait faire quand il y a un problème particulier, on vient ici et on essaie de trouver des astuces pour que ça soit plus facile. Ça ne va pas résoudre le problème, mais peut-être là vous avez montré ce que vous avez appris avec l'expérience et comme ça fonctionne. Oui. Donc le prochain patient qui viendra avec la même plainte, on va lui faire la démonstration, il va dire ah oui, c'est juste, il faut faire comme ça et il va voir la différence. Et on peut quand même vivre dans certaines situations presque normalement. Exactement. Autrement on peut rester à la maison. Exact. Oui. Mais puis le principal défaut qu'on a en étant sourd, c'est de faire la suppléance mentale. Oui. Parce qu'on s'attend à ce que quelqu'un va nous dire déjà avant qu'il dise, et puis on invente, on ne se rend même pas compte qu'on dit tout faux, et puis qu'on ne parlait même pas de ça. Mais parce qu'en fait, je commence une phrase, il pense que je vais lui demander ça, et il parle dans ce truc. Ouais. Alors je vais lui dire, non, c'est pas ça que je te dis. C'est le gros problème. Mais c'est un immense problème. Sourds. C'est le gros problème des sourds. De quoi on parle? Une fois qu'ils ont accroché le sujet, ils peuvent suivre. Oui. Mais s'ils ont raté le départ, et puis par exemple, on parle de voyage, puis toi tu parles de cuisine, oui. Ça part dans les... Très très vite. Quand les gens changent de discussion au milieu d'un truc, toi, pendant un bon moment, tu essaies de choper 2-3 mots pour pouvoir raccrocher. C'est d'essayer de choper la discussion. Ouais. Après, c'est bon, après c'est bon. Ouais. Puis des fois, quand il l'a chopé, nous, on a déjà passé à autre chose. Ouais. Alors, on est dans le jus. C'est ça. Puis en plus, quand deux parlent en même temps, c'est une catastrophe. C'est vraiment de gérer le... Toi, tu dis quelque chose. S'il y en a un qui commence à parler, il faut dire... Stop. Stop. Aussi, ouais. Ça, c'est difficile quand tu es en société. Voilà. Alors voilà. Ça, c'était impressionnant. C'est toi qui as mis au point le truc? Non, c'est pas moi qui ai mis au point le truc. C'est un truc qu'on a découvert et qu'on voulait amener à tout prix à Genève, justement, pour pouvoir mettre les patients... Mais je suis content que ma femme le voie.
Qu'elle entende le problème. Elle peut aussi faire le test, hein. Parce qu'elle m'engueule tout le temps. Elle m'engueule tout le temps, tu n'as pas écouté. Puis aussi, les proches savent que quand on est le moins concentré, parce qu'on est tout le temps avec. Et puis comme tu ne peux pas rester concentré toute la journée à écouter, puis surtout qu'en général, quand les gens parlent tous en même temps, il n'y a personne qui dit quelque chose d'intéressant parce qu'il n'y a personne qui écoute. Non mais c'est vrai. Tu essayes de suivre une fois ce qu'ils disent les gens. Quand ils parlent tous, il n'y a pas un qui dit quelque chose qui tient la route, quoi. Non, mais là, vous avez soulevé un aspect qui est très intéressant. Je n'avais pas pensé à ça. C'est que nous, par exemple, pour les enfants, hein, quand ils rentrent à l'école, on donne des conseils aux professeurs, aux maîtresses et tout, pour bien positionner l'enfant en classe, pour qu'ils puissent... Et des fois, ils nous écoutent, des fois, ils ne nous écoutent pas. Donc peut-être qu'on peut même les inviter, les mettre là, et leur montrer ce que ça fait pour les rendre plus attentifs. De temps en temps, on va faire des tournus comme ça. Tu parles de quoi, des enfants ou des enseignants? Des enfants, pour les enfants et les enseignants. Non, les enseignants, qu'on dit, il faut mettre l'enfant devant, qu'il ait un bon visuel de la prof pour qu'il puisse faire de la lecture labiale, et puis qu'ils n'écoutent pas et le mettent au fond de la classe. On peut peut-être insister un peu plus en les invitant à venir voir ce que c'est, et puis ça va peut-être sensibiliser plus les gens. Mais je pense que c'est tout aussi important pour un adulte que pour un enfant. C'est juste des contextes différents, mais je pense que ce système est utile dans les deux. Et que ce podcast peut aider à sensibiliser sur le problème qu'il y a un adulte comme vous, dans un endroit comme un restaurant, ou qu'un enfant à l'école, ou même dans une salle de jeu avec ses camarades. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Pulsation Podcast sur l'anneau, le système immersion 360 pour évaluer et réadapter la fonction auditive des personnes sourdes ou malentendantes en situation réelle. Un outil performant qui a d'ailleurs été primé au Québec pour son innovation. Merci à Angélica Pérez-Fornos, docteur en neurosciences, ingénieure responsable du CURIC, Centre universitaire roman d'implants cochléaires, et du laboratoire d'audiologie et vestibulométrie des HUG. Merci à Grégory Valentini, ingénieur au CURIC, et merci à Dominique et Marianne Roux. Ainsi qu'à leurs filles, Sophie et Christine, pour leur témoignage, et à vous pour votre écoute. À bientôt dans Pulsation Podcast.